Bah oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Pour mener à bien cette mission, le vaillant soldat Stéphane Boulet alias Plugin Baby a répondu présent. Bonjour tout le monde. Je suis Daniel Andreev alias Camille Robotics sur les internets et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, le premier épisode. Oui, car on fait un premier épisode après notre épisode 0. Comment ça va, papa? Eh ben écoute, ça va bien, je suis très content d'être là, je suis surtout très content que les gens aient envoyé des listes en pagaille, littéralement après l'épisode 0. Ah oui, là, écoute, je fais le décompte, on a plus de 76 listes là, et on en a qui tombent pendant les enregistrements. Ouais. je sais pas comment on va faire. Je sais pas non plus, mais bon, c'est mais cool. Je les lis toutes d'abord, et d'abord merci pour quand vous rajoutez un gentil mot, ça fait toujours plaisir. Et mais bon, ça fait du boulot. je m'attends. En fait, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. En fait, je me disais bon, si on en a 10, déjà, on peut commencer à travailler. Mais ouais, on s'est dit on va faire un truc cool là, peinard, les doigts de pied en détail. Mais non, on est obligé de bosser maintenant. Ouais. Pas possible ça. Fait, on enregistre 2 jours après. Non, 2 jours après la diffusion du premier épisode 0. Donc, on se lance vraiment là maintenant. Ce coup-ci, c'est la bonne. Et alors, juste un rappel, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est 3 films par liste, pas un de plus, pas un de moins, un titre à votre liste si vous le voulez en donner, parce que comme ça vous pouvez vous la péter, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et puis bon, voilà, c'est du coup, en fait, je devrais pas le dire parce qu'on en a déjà énormément, mais pourquoi pas. Au fur et à mesure de l'épisode, parfois on on aiguille des trucs qu'on aimerait bien avoir. Et c'est pas forcément les films qu'on a envie de chroniquer, mais c'est aussi ceux que vous voulez chroniquer, ceux que vous voulez entendre. Et comment dire, c'est pas forcément les meilleurs films qui font les meilleurs sujets de discussion. Exactement. Et doit-on le rappeler que le premier de notre liste, c'est Blade Runner, mais le dernier... c'est Cyborg. Donc, pour l'instant, Cyborg est le plus mauvais film des années 80. Pour l'instant, ouais. Sera-t-il battu? Est-ce que Blade Runner sera battu aujourd'hui? Que de suspense. Je ne sais pas. Et donc, voilà, on en choisit quelques-unes et après, on commence le podcast. S'il y a doublon, on zappe. Et voilà, et comme vous le savez, on a commencé d'abord par la période 1981-1990, parce que les 80s, c'est quand même badass. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas que donc on va de 80 à 90, donc pensez aux films de 1990. Je dis ça parce qu'il y a certains très bons films et certains très mauvais films dans 1990 qui mériteraient qu'on parle, et ce serait dommage qu'on les oublie à cause de ce souci de date. C'est vrai qu'il y a très très mauvais films, et je crois que c'est presque par nostalgie, mais vraiment, c'est comme si les films étaient devenus vraiment très très mauvais. Dans les années 90, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pas supporté le passage. C'est exactement. Et là, c'est pas, d'habitude, on fait les remerciements après. Moi, je voulais les remercier avant. Je vais remercier à ceux qui ont travaillé sur le projet avec moi. Il y a, à part toi, bien sûr, évidemment, l'inénarrable Plugin Baby. Mais toi, j'aurai l'occasion de te remercier tout au long de ces 7 heures de podcast. Il y a Fabien qui a travaillé sur le logo et qui a complètement compris l'esprit du truc. Voilà, le talentueux Fabien. Ouais, qu'on remercie beaucoup. Le génie Fabien. Il y a son lien Twitter sur la homepage. Je tiens à remercier alors spécial featuring Joe Hume, tout à fait, FM, que vous entendez dont vous entendez la voix dans le générique. Voilà, exactement. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé au numéro 0, qui nous ont envoyé des listes bien rigolotes. C'est des copains. Et voilà, ils ont joué le jeu, ils ont compris le concept, et voilà. Et je suis sûr qu'il y a encore des gens et bien entendu l'inénarrable modérateur Quiz, tout à fait. Qui est vraiment le modérateur de la page Facebook en plus. J'ai envoyé un message, je t'ai fait modérateur. Donc j'adore dire que c'est un modérateur. Bon, je pense qu'on a fait les remerciements, on peut passer à la première liste. Voilà, passons aux choses sérieuses, pardon.
Alors, c'est une liste qui nous a été envoyée par Damien Magliano. Alors, merci Damien. Merci Damien. Et c'est une liste qui s'intitule Le Canard, le Cure-dent et les rom-coms. Oh là. J'aime bien quand il y a des titres. Et alors, son premier film, c'est Cobra, avec Stallone. Ah, Cobra. Réalisé par Costamos. Alors, Cobra, film très intéressant. Donc, l'histoire, c'est Stallone qui joue un super flic qui s'appelle Marion Cobretti, dit Cobra, donc ça n'a rien à voir avec le manga. Et ah ouais, malheureusement. Oui, malheureusement. Et globalement, sa principale caractéristique, c'est qu'il botte des culs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est badass et il a un cure-dent dans la bouche. Il est badass, il a un cure-dent dans la bouche et il conduit une espèce de vieille bagnole des années 50 à moitié blindée avec laquelle il défonce plein de baraques à un moment donné. Enfin, voilà. Cobra, c'est un peu l'héritier logique et bodybuildé de Dirty Harry pour moi en tout cas. Bah c'est une certaine. À part qu'il est pas flic, mais. Oui, c'est une certaine forme de. Enfin si, il est flic. Il est flic. Il est flic. Ouais. Il est même chargé de protéger un témoin qui est Brigitte Nielsen, qui est sa femme. Ouais. Sa femme au moment de tourner. Je crois. Ouais. Sa femme ou alors pas, qui va le devenir pas longtemps après en tout cas. Non, je crois qu'elle est déjà parce que là, je crois que. De mémoire, Cobra est après Rocky 4. Donc, et Rocky 4, ils étaient déjà en train de faire des galoches. Donc voilà. Et mais par contre, ouais, c'est la continuité, on va dire, spirituelle et dégénérée de Dirty Harry, mais ça a pas tout à fait la même tenue quand même, quoi. Non, clairement pas. Voilà. Hein. Et c'est un film canon, il faut le préciser, c'est juste qu'on les aime beaucoup ici. Mais oui, mais la machine arrive. Et faut dire un truc, c'est que ce film, pendant des années, c'était un peu l'incarnation des films bourrinos à la con oui, quand même. Mais il y a cette fameuse scène où t'as un type qui prend des otages dans une supérette et le mec il fait ouais je vais tout faire sauter, il rentre, il fait bah c'est pas grave, j'irai faire mes courses ailleurs. Donc déjà ça ça planche le décor, puis après il lui sort la fameuse phrase crime is a disease, meet the cure. Et avant de lui envoyer une sauce dans la gueule, quoi. Voilà, c'est devenu tellement emblématique, parce que c'est quand même archi caricatural, mais c'est devenu tellement emblématique de cette époque-là où bah les couilles, quoi. Et c'était considéré à sa sortie déjà comme une daube. Oui. Oui. Rotten Tomatoes et tout ça, ça le défonçait. Oui. Il a été Razzie Awards. J'aurai sans doute l'occasion de reparler parce que peut-être pas parler de Razzie Awards, peut-être que pour ce film, mais je pense que je regarde la liste de ce qu'on va trouver. Oui, non, mais en fait, les Razzie Awards, je déteste ça, en fait. Bah, moi, je suis pas particulièrement, en fait, le principe de cérémonie, mais. Bah, le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment. Allez, je me lâche. Pour moi, c'est la cérémonie inventée un peu par l'industrie pour se talquer les fesses, quoi. Oui. Parce qu'ils cassent le film qui est bon de casser en ce moment. Et parfois, ils ont cassé des trucs qui ne méritaient pas ça. Oui, quoi. Parfois, ils passent complètement à côté du truc, effectivement. Showgirls ne méritait... Alors, tu peux dire que Showgirls est con, tu peux dire que Showgirls est crade, tu peux dire qu'il est crétin, mais tu peux pas dire que c'est le plus mauvais film de l'année, quoi. Puis surtout, les Razzie Awards, il y a un côté acharnement qui est pas forcément super sain, en fait, quand tu suis le truc, quoi, tu vois. Oui, c'est le plus mauvais acteur, plus mauvaise actrice, il y a un côté, bon, ouais. Je sais pas s'il les a gagnés, mais en tout cas, je sais que c'était vraiment un candidat des Razzie de l'époque. Je sais pas si c'était déjà les Razzie. Ça doit être les Razzie. Mais ouais, bon, en tout cas, dans l'un dans l'autre, qu'il ait eu les Razzie ou pas, Cobra, il a pas vraiment résisté à l'épreuve du temps, quoi. Ah non, alors ça, on peut pas dire. Ça, on peut pas dire. Il est vraiment... Genre, pour moi, s'il y avait des sketchs à l'époque, c'était pas les guignols de l'info, mais dans les ancêtres de guignols de l'info, c'était des sketchs genre les gros bourrinos américains. Il y avait l'ancêtre de la marionnette de Stallone, et c'était ça, quoi. Oui, c'était vraiment ça, ouais. C'était l'image des films ricains, bourrins de base, et malheureusement, celui-là, n'est pas suffisamment bon. En fait, pour être jouissif, à mon avis. Hein. T'as pas le côté jouissif d'Over the Top qui arrive à toucher au... Voilà. Donc, alors attention, on va répondre tout de suite. Il est au-dessous d'Over the Top. Ah, bien sûr qu'il est au-dessous d'Over the Top. Alors, il faut qu'on précise pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 0. Over the Top, pour l'instant, est au milieu de notre classement, mais Over the Top est à fond dans nos cœurs. C'est ça, exactement. Et c'est le film nul qu'on adore. Exactement. Et Cobra, c'est le film nul qui est nul. Ah. Bon, alors, attends. Alors, je regarde un peu la liste. Je pense que je le mets déjà au-dessous de Bloodsport. Ah oui, mais pour moi, il va même en dessous de Légende, en fait. C'est pour te dire. Waouh, vraiment en dessous de Légende. Ah ouais. Parce que Legend, tu peux dire, on a dit plein de choses dessus, mais c'est un film raté. Cobra, c'est pas un film raté, c'est un film mauvais.
C'est-à-dire que... Ok, écoute, je te suis là-dessus. Cobra, écoute, pour tout le mal qu'il a fait à l'image du beau cinéma américain, je pense que Cobra va aller... Juste au-dessus de Cyborg. C'est vrai, c'est pas sympa pour lui, mais voilà. Donc Cobra est l'avant-dernier film des années 80 voilà, c'est pour ça. l'instant. Exactement. On continue sur sa liste. Alors, et attention, c'est Howard the Duck, un film de super-héros. Putain, Howard the Duck. Et alors, est-ce que tu connais un peu Howard the Duck? Parce que moi c'est un peu ma cam. Bah, moi, je connais le film et je connais bon, alors, l'histoire qu'il y a eu après, enfin, c'est-à-dire la distribution, George Lucas qui panie, etc. Alors, mec. Mais voilà. Les super-héros. Howard the Duck, c'est, fais place. Là, t'as parlé de la canon, maintenant c'est à moi. Howard the Duck, c'est un anti-héros, du monde Marvel. Il est né dans les années 70 par Steve Gerber. Et c'est un canard de l'espace. Oui, c'est ça, un canard de l'espace. Et alors, c'est vraiment très second degré, et c'est même volontairement méta, à l'époque où le méta n'était pas une norme. C'était une parodie. Il y avait plein de problématiques adultes, puisque le canard se posait des questions sur sa propre existence, et tout le monde admettait qu'avoir un canard qui fume des cigares opieux, c'était totalement normal. Et voilà, et ce film s'est fait en dépit du bon sens. Oui, puisque exactement. C'est un projet qui a été insistamment foutu sur le bureau de George Lucas, qui à l'époque était patron de ILM, et il s'est dit il nous faut des nouveaux trucs là. Attends, les Ewoks ça a marché. Non, les Ewoks ils ont pas encore été tournés à l'époque, je crois. Donc enfin vraiment, lui il cherchait à ce moment-là, George Lucas rêvait de devenir juste producteur, pour le plus grand bien du cinéma, comme on le sait. Oui, exactement, comme l'histoire nous l'a appris par la suite. Et donc ils ont fait ce film qui a été considéré comme une daube infâme pendant des années. Ouais. C'est un film incompris, et ensuite qui a pris. Et alors je sais que je me suis fait taper sur les doigts par ma BF, par une amie, mais elle m'a dit tu peux pas dire le mot culte. Mais là, on peut vraiment parler de mot culte au sens strict du terme, oui, c'est-à-dire qu'il a été adulé par une minorité de gens. C'est ça, exactement. Mais c'est ce que je dis, en fait, Howard the Duck, au-delà de ses qualités cinématographiques qui sont assez chancelantes, on va dire, il y a un côté, c'est ce film-là, ils ont osé le faire. C'est-à-dire que tu le regardes, tu dis à quel moment il y a un type qui a dit prenez mon pognon, faites ça. C'est effectivement, comme tu dis, c'est en dépit du bon sens, c'est un film qui est complètement incroyable et qui en devient hypnotique, et effectivement ils parlent dans toutes les directions, mais ils y vont à fond, tu vois, ils se sont pas posés de questions. Ils sont pas posés de questions, et quelque part ça le rend attachant, et je comprends que c'est un film qui ait pu devenir culte, tu vois. Et attends, de mémoire, il y a Tim Robbins qui joue dedans. Non, vraiment, c'est pas n'importe quoi. Et tout le monde pensait que ça allait niquer sa carrière. Bon, c'était pour Tim Robbins. C'est ça. Non, mais c'est un film vraiment devenu culte. Et pendant des années, il y a eu des problèmes de distribution. Il y a eu des problèmes du personnage avec la Marvel. Ouais, tout à fait. Marvel, il y a eu Steve Gerber a fait un procès à la Marvel. Il y a eu des accords. Enfin, vraiment, c'était un des premiers grands procès. Pour les copyright infringement. Il s'est fait complètement dépouiller par Marvel, parce qu'il a sans doute eu un moins bon avocat que Jack Kirby. C'est ça. Et encore, Jack Kirby a lutté, quoi. Et alors maintenant, je me pose la question, où est-ce que je le mets, quoi, dans la liste? C'est ça, Howard the Duck, où est-ce qu'on le met? Parce que je vois Willow, qui est une autre production Lucas. Oui, mais moi je préfère Willow à Howard the Duck. Je préfère Willow à Howard the Duck. Quand même si Howard the Duck est vraiment très regardable aujourd'hui. Hein. Oui, mais très regardable. C'est un public averti. C'est ça. C'est pas un film d'héros stricto sensu. Faut quand même être dans un certain état d'esprit pour apprécier l'objet. Mais alors, s'il faut délimiter, je le vois au-dessus de Little Shop of Horrors. Oui, moi aussi, oui. Bah écoute, je pense que ça va être sa place. Exactement. La place qui était destinée. Voilà. Ouais, la place. Oui, on a l'air très finaux dans nos choix, mais il faut vous dire un truc. D'abord, c'est notre liste aussi. Exactement. Mais il y a aussi un autre truc, cette liste de vérité. Nous sommes juste les messagers. C'est ça, ça, exactement. Nous ne sommes que les véhicules de la vérité. Finalement, on est là pour vous transmettre
cette vérité. Nous, voilà, on n'y peut rien. Alors, on va transmettre un nouveau truc. Et alors, attention, c'est Splash de Ron Howard. Oh, Splash, oh putain. Alors, la préquelle de Da Vinci Code, précise-t-il. Alors, Splash, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié étant enfant. À cause de Daryl Hannah ? Bah voilà, pour des raisons évidentes qu'il y a Daryl Hannah en sirène. Et que quand même quand t'as 10 ans ou même pas, tu vois ça, forcément ça te captive, tu vois. Alors il faut préciser juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Splash, parce qu'ils peuvent se penser que c'est une comédie musicale avec un titre comme ça. Non. Splash, c'est la petite sirène Goes to New York, littéralement. Oui, exactement ça, c'est exactement ça, ouais. Elle arrive et puis genre je crois qu'elle arrive genre près de la statue de la liberté. Je sais plus, il y a un truc comme ça, puis elle rencontre... Et puis tout le monde, elle est à poil devant tout le monde, donc tout le monde voilà, il y a tout un imbroglio sexuel. Disons que c'est pas le Ron Howard le plus mémorable. Non, c'est pas le Ron Howard le plus mémorable. Comme dit, ça reste un petit film sympathique. Moi, j'ai parce qu'il y a Daryl Hannah, quoi. J'ai un gros souvenir, c'était qu'il y avait les grosses affiches en 4x3 et à Paris, tu vois, genre partout, et les gens s'arrêtaient parce que c'était un peu rigolo, quoi. C'était un peu. Bah, c'est un peu inattendu, quoi. Tu sais comment sont les Français, ils sont grivois. C'est ça. Alors, Splash. Où est-ce qu'on le met Moi, je regarderais Howard the Duck plus volontiers que Splash. Oh, écoute, je vais pas argumenter avec ça me va, ouais. Donc, on le met entre Little Shop of Horrors et Howard the Duck, ouais. Très bien, ouais. Non, tu sais quoi, je pense même qu'on peut le mettre au-dessous de Little Shop of Horrors. Ouais. Little Shop of Horrors, ouais. Les chansons sont plus rigolotes. Ouais, je suis d'accord. Allez. Splash. Va pour ça. Splash fait splouche. Hop. Alors, on remercie Damien pour sa liste. Et maintenant, on passe à une nouvelle liste, signée un monsieur qui s'appelle Un Ami Commun. Ah, Un Ami Commun. Et Un Ami Commun, c'est sous ce pseudo dont on parle. Alors, il faut que je le dise, c'est un ami. Commun. C'est un ami commun. Et c'est celui qu'on nomme régulièrement dans l'émission Gaijin Dash, qu'on présente avec Puyo et Greg. Et donc, c'est ce même ami commun. D'accord, je vois. Qui est anonyme. Et son titre est génial, c'est Top 3 des films des années 80 qui nous avaient prévenu que Donald Trump deviendrait président, mais on ne les a pas écoutés. You maniacs, damn fool, God damn you to all to hell. J'espère qu'il y a Gremlins 2 dedans. Écoute, on a des Gremlins 2 dans les listes, mais on n'a pas de... Parce que Gremlins 2, alors j'en reparlerai à ce moment-là, mais c'est un film sur Donald Trump, en fait. Et je m'expliquerai tout à l'heure. Ah, je sais pas qu'on n'aura pas Gremlins 2 tout à l'heure. Ah, peut-être. Non, vas-y, balance. Non, mais si tu regardes Gremlins 2, donc pour ceux qui ont vu Gremlins 2, ça se situe dans une tour d'un mégalomaniaque richissime. Cette tour porte le nom du propriétaire. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, le nom m'échappe. Et en fait, à l'époque, c'est Rockefeller, non ? Non, c'est pas Rockefeller, le personnage s'appelle pas Rockefeller. Ah, d'accord. Mais à l'époque, la personnalité qui était suffisamment mégalomaniaque pour construire une tour gigantesque comme une New York qui porte son propre nom, c'était Donald Trump. Et tu regardes le personnage, donc l'espèce de mania tout puissant qui a sa chaîne de télé, qui a ses produits dérivés, qui a ses scientifiques, etc. Enfin, tout ça en fait c'était la galaxie Donald Trump où finalement Trump, parce que le seul truc qui vend c'est lui-même, c'est sa marque, c'est la marque Trump. Peu importe ce qu'il cache derrière. Enfin, le type il a vendu des jeux de société à son nom. Enfin, tu vois. C'est sûr qu'il vend pas de tacos. Donc et encore, tu sais, ouais. Les Mexicains, on peut les renvoyer chez eux, mais s'ils payent au passage, c'est tant mieux. Donc, tu es fait pour les années 80. C'est ça. Non mais ce personnage-là, c'est une décale de Donald Trump et d'une manière générale, Gremlins 2 est une critique du système financier des années 80 qui se mettait en place doucement et qui allait perdurer jusqu'à nos jours, quoi. Ça me fait presque chier qu'on parle pas de Gremlins 2. Voilà, mais on en reparlera peut-être. Parlons du premier film de sa liste, c'est Back to the Future 2 parce que Biff Tannen, évidemment, oui, Donald Trump. Voilà, Biff Tannen. Alors Back to the Future 2, évidemment, il est moins bien que le 1. Et il faut dire que Back to the Future 2 est pour l'instant le deuxième meilleur film des années 80 chez nous. Exactement. Oui, Back to the Future 2, justement, j'en parlais la dernière fois, j'ai eu l'occasion de revoir toute la trilogie avec mes marmots il y a pas longtemps. Et effectivement, il est moins bien que le 1. Déjà parce que le 1, il était tellement... il est très inférieur.
tellement fou. Et puis surtout, enfin, il est moins drôle en fait. Il est moins drôle. Il se perd dans des références qui sont il fait de l'autocitation énormément. Il fait alors encore que l'autocitation, moi la partie que je préfère, c'est quand il revient en 1955 et quand t'as la superposition de toutes les strates toutes les strates temporelles où il doit éviter son propre lui et son père. Enfin, d'un point de vue scénaristique, c'est complètement fou le truc et ça se tient bien et ça se comprend bien en fait. C'est ça qui est le plus fou et c'est là que tu vois quand même le talent encore de Zemeckis qui arrive à te raconter une histoire avec 40 000 tiroirs. Mais par exemple, la partie sur le futur en fait, elle est super culte pour plein de raisons, etc. Mais en fait, elle est pas si bien que ça. Tu vois, les blagues sont vachement moins drôles. Est-ce que je peux te dire pourquoi j'aime moins Back to the Future? Déjà, pour moi, c'est pas un film qui est final. Il y a un cliffhanger naze. Oui, il y a le putain de cliffhanger de et le merde. Cliffhanger est très... Et je me souviens, à l'époque de la salle, j'ai fait « Oh, c'est nul comme cliffhanger !» J'étais pas content du tout. Donc ouais, non, vraiment. Et puis un autre truc, c'est que ça a débouché sur le 3. Oui. Et j'aime encore moins le 3. Oui, le 3, ils étaient filmés back to back. Exactement, back to back. Bah d'ailleurs, à la fin de Back to the Future 2, ça se termine par le cliffhanger et par une bande-annonce du 3. Je sais pas ce qui rend la chose encore plus frustrante à l'époque. Et effectivement, le 3, il est plus du tout aussi bien fait que les autres, quoi. Non, c'est clair. Et effectivement, tu peux pas regarder le 2 sans regarder le 3, parce que sinon l'histoire est pas complète. Maintenant, alors écoute, il y a plein de gens qui suivent cette trilogie culte. Moi, je trouve que vraiment c'est le 1 qui est tellement supérieur. Oui, moi aussi, le 1 est vraiment mieux que les autres. Et il est bien dans son temps, il est bien dans son époque, il a les bons acteurs au bon moment. Le 2, il est vraiment... Pour moi, le 2, il est ce que à cette série, ce que Gremlins 2 est à Gremlins 1 pour moi. Ouais, et encore que... Encore que Gremlins 2 est presque cracra rigolo. Gremlins 2, ouais, et puis là... Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, et il fait autre chose quand même que Gremlins 1. Putain, alors que là, on est... C'est une série très Gremlins 2, en fait. On Ouais. va tout juger comparaison de Gremlins 2. C'est ça. Donc, où est-ce qu'on le met? Alors, écoute, moi, je vais te dire quelque chose. Je sens qu'on va pas être d'accord. Dis-moi. Je préfère regarder Over the Top 2 fois que Back to the Future 2. Je savais qu'on allait en revenir là-dessus. Moi, personnellement, je mettrais Retour vers le futur 2 juste au-dessus d'Over the Top. Ah non, là, je peux... Intransigeance totale. Parce qu'en plus, au-dessous, il y a Beetlejuice, et je préfère revoir Beetlejuice que Back to the Future 2. Alors, à ce moment-là, on le met entre Over the Top et Beetlejuice, mais j'irai pas plus loin. Et c'est mon dernier mot. Et tu sais quoi, je regarde, il y a Top Gun au-dessous, je préférais revoir Top Gun que Back to the Future. Ah non, ça c'est pas possible, tu te fous de ma gueule. Attends, tu sais qu'on a diffusé, donc au jour d'enregistrement, c'était hier, on a diffusé l'épisode 0 de Super Ciné. Oui, tout à fait, l'anniversaire. Le jour des 30 ans de Top Gun. De Top Gun, ça ne rajeunit pas. Et ça, c'est la classe. Écoute... Soit, mais vraiment Beetlejuice c'est plus important pour moi que Back to the Future et je m'engage là-dessus, mais voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais bon. C'est un art de la concession, tu vois, quelque part. Eh bien pour l'instant, Back to the Future 2 est le 10e. Ce qui est déjà pas mal, hein, je veux dire. Ce qui est déjà pas mal. On pouvait pas ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit sociaux, mais bon, on a d'autres films sur la liste. Et alors, le deuxième film de la liste de Un ami commun est Running Man. Running Man. Alors justement, j'en parlais dans After Eight du prix du danger de Yves Boisset. Ouais. Et Running Man, c'est la version américaine du prix du danger. Donc c'est je sais plus, il est flic, c'est ça, je crois, un flic anti-émeute, Schwarzenegger. Ouais. Et en gros, il est piégé par sa hiérarchie et il est envoyé en prison. Dans un futur dystopique. Contrôlé par une télé-réalité. Voilà. Et en fait, et bien sûr, et par des consortiums. C'est les républicains. Oui, voilà. Et le seul moyen de sortir de sa tôle où il porte des poutrelles métalliques à un seul bras, c'est de participer à une émission de télé-réalité où il doit affronter, en fait, enfin, c'est des gladiateurs du futur où il doit affronter une série de types armés et complètement frappadingues et s'en sortir vivant, quoi. Et je veux juste ajouter un truc, quand tu l'avais parlé dans Predator, tu avais parlé de ce goût que tu as pour les films avec les hommes politiques américains. Oui, et il y a aussi Jesse Ventura.
Il y a Jesse Ventura et Arnold Schwarzenegger. Tout à fait. Donc, le parti républicain. Et alors, pour l'anecdote, faut savoir que Running Man, c'est un film qui est réalisé par Paul Michael Grasser, qui est donc le fameux Starsky de Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Voilà, pour la petite anecdote. C'est Starsky. C'est ça. C'est Jacques Balutin qui fait Starsky. Starsky. Putain, quelle grande série quand même. Ça, et je crois que même c'est son premier long métrage en fait. Il me semble. Ce qui est quand même vraiment audacieux quoi. Et il y a un truc rigolo, c'est en plus ça se déroule l'année prochaine d'après le calendrier. Et finalement, ce sera peut-être même plus de la science-fiction, ce sera juste de la réalité pure. Bon, pure et Running Man pour moi est un bon film. Quoi. Moi, Running Man, j'avoue que je l'ai revu il y a pas très très longtemps. Ah ouais. Et il est quand même. Le problème c'est que surévalué. Paul Michael Grasser, le problème c'est que tu vois qu'il est pas réalisateur quoi. Enfin. De ces années-là, Ouais, mais oublie Jacques Balutin. Pense 2 secondes. Non, mais au-delà du côté, ouais, il y a un gros avec des guirlandes, un lance-flamme et des tronçonneuses. C'est un film qui est quand même pas super bien réalisé, puis qui est pas, je le trouve un peu poussif, quoi. Tu vois, le Running Man. Ah, mais je comprends totalement. Mais et aussi un autre truc, c'est que par rapport à toutes les tripoté de films dystopiques des années 80. Oui, voilà, enfin c'est pas le plus grand. Oui, clairement pas. Non, bah, d'abord c'est con de dire ça parce que c'est vraiment pas le plus grand, mais c'est même pas le plus pertinent, je dirais. Enfin, il y a un truc qui a plu dans Running Man quand il est revenu à l'affiche, c'est quand Love Story et tous ces trucs ont éclos. Tout d'un coup, les gens se sont replongés dans Running Man. Mais c'est un film qui est un peu très, dans sa philosophie, très The Bills, tu vois. Oui. Très début de la Red TV. Oui, c'est... Alors que la Red TV a fait pire depuis, quoi. C'est ça, mais surtout, voilà, enfin, Running Man, on l'aime parce pire, non, pas au sens Running Man, mais ils sont allés dans des délires bizarres. Ouais. Non, mais Running Man, c'est un film, je pense qu'on l'aime parce que c'est Arnold des grandes années et que, voilà, comme dit, il y a des moments, il porte des poutres à la main, il y a des punchlines et tout, mais, tu vois, enfin, comparé à un Predator ou un truc comme ça, je pense qu'on est loin de Predator. On est plus du tout dans la même catégorie, quoi. On est loin de Mad Max, tu vois. On est même plus du tout dans Mad Max. Alors, moi, écoute, je vois Bloodsport, je vois Howard the Duck et je me dis que ça irait bien entre les deux. Ouais, je pense que c'est sa place, ouais. Ce qui est pas mal, hein, pour l'instant. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Alors, quoi. Il faut dire un truc, c'est qu'on n'a pas de bottom shooter, en fait. On n'a pas beaucoup de fin de liste, en fait. Mais je pense que la plus... Enfin, remarque, on a eu Cobra. Ceci. Mais je pense que les gens aiment bien envoyer des films qu'ils ont aimés avant tout, tu vois. Oui. Je pense que... c'est pour ça que je choisirais des listes où il y a un peu de nanar et des machins comme ça. Et alors, le premier film, mon pote, si tu l'as vu, c'est Escape from the Bronx. Escape 2000. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah, Escape from the Bronx. Et ça, c'est un film dont je peux être catégorique que j'ai vu le trailer. Ouais. Mais c'est un actionneur post-apocalyptique italien de genre 1982 ou 83. Alors, mais c'est les guerriers du Bronx, du coup. Ouais, voilà. Ah oui, les guerriers. Tu l'as vu? Ah oui, bien sûr, j'ai vu les guerriers du Bronx. Cool, parce que moi je l'ai pas vu. Oui, c'est de Enzo. Et il est italien. Oui, de Enzo Castellari, avec les mecs avec l'espèce de coiffure d'indien, les motos et les cuirs, quoi. Voilà, Fuga dal Bronx. Oui. Et alors, et surtout j'ai vu le trailer de très nombreuses fois, il y a un mec qui ressemble à Jesse Eisenberg. Alors que ça se trouve il s'appelle Tino, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, les guerriers du Bronx. Ah là, écoute, c'est la règle, je me repose sur toi. Bah voilà, les guerriers du Bronx, pour représenter rapidement le film, c'est dans un New York post-apocalyptique, mais qui est pas filmé du tout à New York, hein, qui est filmé dans une carrière quelque part, perdue au fin fond de l'Italie. À Vancouver. C'est ça. Il y a, le Bronx, comment ça s'appelle, sur le Bronx règne un gang de motards, super bien coiffés, avec des grosses motos. Et il y a un flic qui infiltre ce gang pour, en gros, si tu veux, le démanteler, ramener un peu l'ordre dans la société. C'est aussi une espèce de futur dystopique, hein, c'est de la Mad Max exploitation dans ce que l'Italie a fait de mieux. Et ça finit par des espèces de grosses bastons à 2 francs 6 sous, pas chorégraphiés et filmés à la va-vite, enfin comme les Italiens savaient faire à l'époque, quoi, tu vois. Donc c'est un film, je pense que tu peux l'aimer, mais c'est nanardeux. Mais quand t'es en soirée, t'as un peu honte de dire que tu l'aimes, tu vois.
Ah ouais, genre il n'y a pas de guilty pleasure. Si, il y a un côté. Mais le problème, c'est en fait, c'est des films, c'est surtout, je pense, l'impact de la première fois où tu les vois qui est tellement fort, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Si tu le vois sur la 5 à l'époque, c'est ça. Tu le découvres, tu fais, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Et du coup, tu restes. Par contre, quand tu le revois la deuxième fois, tu te rends compte que déjà personne sait jouer. Le mec à la photo, il s'est pas éclairé. Le mec au cadre, bon, je pense qu'il tenait sa caméra à l'envers 2-3 fois. Enfin, tu vois, tu te rends compte que globalement, c'est quand même bien boiteux à plein de niveaux. Et ouais, c'est un nanar. Ouais, c'est ça. Moi, je connais les trailers à chaque fois et je me dis putain, on dirait un trauma. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment cet esprit-là. Enfin, c'était l'esprit des années 80 des Italiens. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui marchait, il fallait absolument qu'ils fassent leur version pour le marché d'abord italien, et il fallait que ce soit fait en 2 semaines. Donc les mecs ils se posaient pas de questions, ils faisaient une prise, 2 prises, ils faisaient le truc au fil de l'eau, ils prenaient les costumes qu'ils trouvaient et basta quoi. Et c'était vraiment ça quoi. Où est-ce qu'on peut mettre un truc comme ça? Bah écoute, moi je le mettrais quand même... je mettrais juste au-dessus de Cocktail, parce que je préfère quand même regarder Guerre du Bronx que Cocktail. Pourtant, il était diablement beau, Tom Cruise. Pourtant, il était très beau, Tom Cruise. C'est ça. Alors, mais il était peut-être trop beau, c'est pour ça, tu vois. Bah ouais, non mais écoute... Tom Cruise, mais ouais, en fait, moi, tu sais, je vais te dire un truc pour Tom Cruise. Je pense qu'il faut... Parfois, je me dis, plutôt que de regarder les films pareils, il faut regarder sa vie dans son ensemble. C'est ça. Genre, sa vie, son œuvre. Vraiment, je pense que c'est un mec comme ça, quoi. S'enfermer et se faire de la Tom Cruise plotation pendant toute une journée. Alors, oui, les gens nous disent qu'on va faire des listes et tout. Non, on a plein d'idées, on a plein de concepts différents. Oui, on a plein d'idées. On a plein d'idées. Déjà, je pense que... déjà, on a tellement de listes à traiter... Je pense que on va faire un abonnement premium et ceux qui payent, ils auront leur liste diffusée, genre t'imagines. Le truc bien pute. Tu sais, on le fait aux enchères si tu veux que ta liste passe dans la prochaine émission, hop. Ah, c'est vraiment immonde. Non, on n'est pas des connards. Enfin, pas à ce point. Oui. Et alors, écoute, on remercie un ami commun. C'est ça. Merci un ami commun. Et on va passer à une liste de Monsieur Iggy, qui m'envoie une liste absolument géniale, qui est la dernière décennie de pertinence du cinéma japonais par ordre chronologique. Oh, sachant que ça va être pour toi. C'est plutôt pour moi, ouais. Mais non, je pense que t'as vu tous les films. Ah, bah alors, du coup, parfait. Le premier est... alors, tiens, je tiens à dire un truc, juste préciser. Il y a des cas de figure qui vont se poser. Par exemple, le cinéma de Miyazaki... Quand il y a de trop écarts entre la sortie salle, parce que Totoro, il est sorti quoi, genre en 98 en France. Oui, je sais plus, il est sorti super tard, ouais. Pour moi, c'est un film date japonaise compte. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Pour les Miyazaki, genre, il y a pas de... Genre, Nausicaa, c'est un film de son époque. Oui, clairement. C'est pas un film, il est sorti en 2000, enfin, tu vois, c'est des trucs... oui, quand les producteurs sont trop cons pour distribuer les films correctement, on part sur la date de sortie originale. Et c'est valable aussi quand c'est des sorties cassettes, un peu obscures, tu vois, genre, moi j'ai vu beaucoup de films Jap, et tu vois, ou des trucs comme ça, genre... les films de Coucou, ouais, on prend plutôt la date de sortie. En général, elle est plutôt proche, mais bon, on sait jamais, quoi. Oui, voilà. C'est mieux de préciser. Ouais. Donc, Miyazaki, c'est possible, les amis. Bon, alors, la liste de Iggy, donc, commence par La balade de Narayama. Ah, alors je ne l'ai pas vu, tu vois, comme quoi. C'est vrai? Ouais. Alors, écoute, moi, c'est un grand cheval de bataille, La balade de Narayama, parce que d'abord, c'est un film exceptionnel, je pense, qui réconcilie un peu le théâtre, parce que c'est vraiment du théâtre filmé. C'est théâtral, c'est plus que du no. Enfin non, c'est pas. Est-ce qu'ils sont en costume? Ils sont en costume comme il faut. Hein. Pas, ils ne portent pas des masques, mais c'est vraiment d'une théâtralité. Il y a un narrateur, par exemple. Il y a un narrateur qui chante. Et tu vois, moi, je parle jap, mais pour moi, c'est au-dessus de mes capacités. Je comprends rien quand les mecs chantent. Il faut que je regarde en sous-titré. C'est un film de Shohei Imamura. Et Shohei Imamura, qui est le seul japonais à avoir gagné 2 palmes d'or. Et sachant qu'il n'y a que 4 palmes d'or japonaises. Ouais, il n'a pas eu des masses, ouais, malheureusement. Il n'a pas eu des masses. Et genre, c'est littéralement un scandale, parce qu'en plus, le grand l'âge d'or du cinéma japonais. Il y a eu Rashomon et Kagemusha, c'est ça les 2 autres, hein. Non, il y a eu l'Anguille. Ah oui, non, mais je te parle de japonaise. Il y a eu l'Anguille, et il y a eu... Non, Rashomon, c'est l'Oscar. Ah, c'est l'Oscar. Et donc, c'est Kagemusha, je crois. Oui, c'est Kagemusha, du coup. Oui, c'est Kagemusha.
que Kurosawa considérait comme inférieur à Ran. Ah, ça, oui, effectivement. Mais bon, après, on verra. Faut arriver dans les dates de sortie de Cannes. Hein. C'est ça. On enregistre au même moment où Cannes passe, et on peut vous dire, on s'en bat les steaks. Complètement. Alors, c'est pas du tout. Alors, il y aura un film mémorable sur 600, c'est bon. Donc, La balade de Harayama aussi, c'est un film extrêmement tragique, puisque c'est l'histoire d'une tradition qui s'appelle... Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Là, pour le coup, je peux pas t'aider, du coup... Ouais, c'est une tradition qui veut que les habitants qui arrivent à 70 piges, ils aillent mourir d'eux-mêmes au sommet d'une montagne, la montagne de Narayama. D'accord, ouais. Et aidés par un de leurs enfants, quoi. C'est une tragédie horrible, et qui en même temps te laisse imaginer un peu, préfigurer un peu, si tu imagines le problème de la population japonaise. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est un film sur des valeurs, enfin vraiment, je dis, le mot est tellement sali, j'ai du mal à l'utiliser, mais ouais, c'est vraiment la vieille dame qui est l'héroïne, qui est le point de vue plutôt du spectateur. Elle doit faire, donc c'est sa dernière année de vie, supposément, elle a 69 ans, et elle doit résoudre les problèmes de son village, c'est-à-dire ses enfants, s'assurer qu'il y en a un qui fait du mal autour du village et s'assurer qu'il ne le fasse plus. Enfin, tu vois, elle doit régler les trucs. Elle a 1 an pour le faire, quoi. Et voilà, c'est un film entre... alors, j'ai peur d'utiliser le mot, mais entre modernité et tradition, qui est d'une beauté extraordinaire. C'est vraiment d'une beauté... c'est magnifique. Et écoute... c'est un classique du cinéma japonais des années 80, et il y en a pas. Enfin, c'est le moment où ça commençait déjà un peu à se flétrir. Oui, parce qu'effectivement, le cinéma japonais, enfin, il a surtout, c'est surtout avant. On en reparlera sans doute dans les émissions suivantes, mais effectivement, c'est la grande marque du cinéma japonais. C'était plus des années 50 jusqu'au milieu des années 70, on va dire à peu près. Exactement. Alors, où est-ce que je mettrais La balade? Alors, le problème, c'est que, alors, par contre, c'est un film, faut s'accrocher un petit peu. Tu vois, par exemple. Oui, mais alors, tu vois, il n'y a pas que Over the Top dans la vie, il y a aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui est d'une, genre, si les mecs, ils le refaisaient aujourd'hui, ils referaient une version où ils parlent d'ailleurs, attends, que si je m'abuse, ce même film était un remake, d'ailleurs. Oui. Il y a eu un film dans les années 50. Ouais. Il y a eu un film dans les années 50, et déjà c'est un remake, mais celui-là, il s'est adapté d'un bouquin, donc il y a eu de multiples adaptations. C'est un truc, presque un truc pas populaire, parce que... Oui, mais c'est en tout cas, c'est une histoire qui a de l'importance au Japon, quoi. Ouais. C'est un film très important pour moi, pour le cinéma japonais, et évidemment, je peux vous dire un truc, si vous allez au Japon et que vous dites que vous avez vu ça, personne ne sait. Mais c'est quand on va au Japon et que je l'ai fait de nombreuses fois l'expérience, puisque Kurosawa, c'est vraiment ma cam. Tu vas au Japon, tu dis que t'as vu Kurosawa, ils te prennent pour le dernier des intellos, quoi. C'est ça, ouais. Alors quand tu dis que tu les as tous vus, ils pensent que tu mentes. oui, non, genre, tu es sûr que c'est... Alors, où est-ce que je le mettrais? Parce que en fait, c'est un film bouleversant, mais je sais pas, par exemple, si je regarderais pas The Meaning of Life au-dessus, quoi. Après, c'est ton choix. La vérité passe par toi. Là, je peux pas t'aider. Tu sais quoi, j'ai envie de descendre, d'humilier Back to the Future 2. Quel bâtard. J'ai une dent contre ce film, c'est incroyable. Écoute, je le mettrais entre Over the Top et Back to the Future 2. Et je demande pardon à Shohei Imamura qui est mort il y a pas si longtemps. Mais c'est comme ça, et il faut pas m'en vouloir, nous sommes juste les messagers. Juste les messagers, on ne juge pas. Attention, on ne juge pas. Ouais. Voilà. Attends, après, on va voir Languille quand on va faire les années 90, tu vois, on va se m'amuser. Hein. Oui, tu l'as vu, Languille? Languille, je l'ai vu, ouais. Ah, tu sais quoi, j'allais te dire devoir de vacances. C'est ça. écoute, La balade de Harayama est quand même le 10e meilleur film des années 80 pour l'instant. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Écoute, ça va être plus compliqué pour le suivant. Ah. Puisque le suivant, c'est Ran. Ah oui, bah oui. Ran Kurosawa, du coup. Kurosawa, Alors toi, vas-y un petit peu, toi. Est-ce que tu aimes Ran, ou est-ce que t'es plutôt Team Kagemusha ou Team Ran? Moi, je suis plus Team Ran que Kagemusha, personnellement. Et moi, ado, je préférais Kagemusha, et je pense que réévaluation, Ran est plus fort. Ouais, je trouve aussi Ran plus fort. En fait,
Alors, je saurais plus te dire, parce que j'ai pas revu Kagemusha depuis un moment. Mais Ran, c'est celui avec les fils qui s'engueulent. C'est ça. Et il veut casser les flèches. C'est cette scène extraordinaire du fils qui veut expliquer à son père que non, regarde, les flèches, on peut les casser quand même. Ouais. C'est pas parce qu'on les unit. Et c'est le King Lear, c'est l'adaptation. Oui, ça, c'est le Roi Lear, c'est ça. Pas officiel du Roi Lear. Ouais. Oui, Ran, enfin, moi, c'est, effectivement, il y avait un côté, enfin, très, déjà, c'est très épique, enfin, je veux dire, les scènes d'extérieur, où je sais plus combien de centaines de figurants, enfin, il a Kurosawa. Il était storyboardé, peinture lui-même. Voilà, il te filme ça, enfin, avec une fluidité, enfin voilà, il accompagne les chevaux, en fait c'est marrant parce que finalement c'est pas tant la bataille qui est intéressante, mais c'est tous les mouvements de troupes, enfin il y a un côté, tu sais, mise en place, il y a un côté mise en place, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que finalement le métier de metteur en scène, c'est la gestion de l'espace avant tout, et ce qu'il fait dans ces séquences là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il te met en place le décor, etc., et voir ces mouvements, ces drapeaux qui flottent, enfin je me souviens d'images, tu sais, les drapeaux rouges qui flottent au vent. L'emblème Tokugawa, tout ça. Et oui, il y a un truc avec le rouge voilà, très vif. Le rouge très vif, tout le long du film d'ailleurs, et ça m'a choqué la première fois que j'ai vu, avec les armures oranges, très orange, très bizarre, quoi. Ah je trouvais ça, c'est hypnotisant, quoi. Est-ce que je peux dire un avis global sur Kurosawa, là, oui, vas-y, cette période-là? Écoute, ça c'est la période de Kurosawa. Il revient, il a fait sa tentative de suicide, et là, il commence à se financer chez les Américains. Et pour moi, cette période-là correspond un peu. Est-ce que tu connais Mozart? Moki. Mozart, au début de sa vie, les mélomanes qui aiment vraiment Mozart te diront que le début de sa vie était très libre. C'est là où il a inventé plein de styles musicaux presque. Et il était le plus expressif. Et ensuite, arrivé vers la fin de sa vie, c'est-à-dire vers 22 ans, c'est ça. Il a commencé, plus tard, quoi, il a commencé à faire ce qu'on appelle les trucs plus institutionnels. Les opéras, basés sur des bouquins, les bouclettes, tu vois, genre, Don Giovanni et tout ça, quoi. Donc pour moi, Ran Kagemusha, c'est la période opéra. Oui, je vois ce que tu veux dire. De Kurosawa, c'est le moment où il commence à faire ses films de fin de vie. En fait, c'est institutionnel. Il sait, c'est son Mononoke Hime. Il sait qu'il pourra plus jamais faire de grands films d'action de sa vie, et donc il met le paquet. Mais c'est ça, mais en fait, Ran et Kagemusha ont ce défaut qu'ils partagent, c'est que c'est des films de Festival de Cannes, en fait. Ouais. C'est des films faits pour presque pour les Occidentaux. Ouais. C'est des films qui ont cartonné en Occident, et au Japon, ils en avaient rien à secouer. Ouais. Effectivement, ça sent, c'est-à-dire que t'as plus la même. En fait, moi, Kurosawa, c'était surtout la façon de traiter ses personnages et les liens qu'il y avait entre eux. Et c'est vrai que Kagemusha et Ran, c'est moins. C'est plus lyrique, plus épique, mais c'est royaume pour Barberousse. Voilà, mais c'est moins intime. Ou les 7 samouraïs, quoi. Voilà, exactement. Les 7 samouraïs, c'est super passionnant parce que t'es sans arrêt avec eux, t'es sans arrêt avec les villageois. La caméra les suit, c'est tellement beau, c'est tellement fou, c'est tellement. Et là, il y a moins de gens, mais évidemment, mais là tu changes d'échelle, quoi. Ouais. C'est film opéra. C'est du grand matos, et ça n'en demeure pas moins extraordinaire. Ah oui, mais ça reste un cinéaste extraordinaire. Mais c'est vrai que dans la carrière de Kurosawa, c'est pas ceux que je regarderai le plus en boucle, quoi. C'est pas ceux que je les ai en laserdisc, figure-toi. Oh, joli. Voilà. Alors écoute, maintenant vient la tâche difficile de dire où va Ran, et je peux te dire que Ran va au-dessus des Goonies, ça c'est sûr. Mais est-ce que Ran va au-dessus de Predator? Non. Non? Ah non. Je laisse Predator avant Ran. D'accord, mais ne serait-ce que parce que Predator, c'est le témoignage d'un réalisateur en pleine possession de ses moyens et qui fait le film qu'il veut, alors que Ran, c'est le témoignage d'un réalisateur qui n'a plus rien à prouver et qui fait le film qu'on attend de lui. C'est vrai. Ah, c'est très très bien vu. Oh là là, je suis amoureux de toi. Arrête. Ah putain, parce que j'allais te dire, ok, devant Ghostbusters, mais là après ta phrase, c'est un truc. Voilà, tu vois, moi la différence que je la vois, c'est ça, quoi. C'est que comme on l'a expliqué juste avant, tu vois, c'est le moment où Kurosawa, il
il fait, mais il sait que c'est plus pareil. Au-dessus de Ghostbusters. Entre Who Framed Roger Rabbit et au-dessus de Ghostbusters. Allez, ça me va. Ok, ça te va? Ça me va. Et comme ça, ton petit film, là, indépendant Predator, il reste à toucher. Oui, il va bouger, j'en suis sûr. Alors, je pense qu'il va bouger au prochain titre, qui est Akira. Ah bah oui, Akira. Akira. Alors, Akira. Est-ce qu'on a besoin de présenter vraiment Akira? Tu sais, il y a des gens dans les commentaires qui nous ont dit, faut que vous parliez plus longtemps du film. Mais Akira, on n'a presque pas besoin de parler. Tout ce qu'il y a besoin de dire Akira, c'est que c'est, pour l'occidental de base, c'est le film qui a fait découvrir l'animation japonaise telle qu'elle pouvait être, c'est-à-dire, voilà, c'était genre utiliser l'animation pour faire un véritable film et pas un film pour enfants. Et c'était le premier film à être aussi largement diffusé et surtout vu à cette époque-là, et c'était un vrai choc, quoi. C'était la révélation. Écoute, toi tu disais Blade Runner, un film qui t'a donné, qui t'a fait goûter tout à fait. Plaisir du cinéma. Akira est un film qui a changé ma vie. Ah bah, ça se comprend. C'était un choc, quoi. Un choc. Akira était un choc pour plein de raisons. C'était un choc pour plein de gens qui l'ont vu et qui connaissaient pas encore l'animation. C'est un film que j'ai montré à mon père. Non mais c'est ça, c'est genre, on peut faire ça. Waouh, ouais, il y avait un wouha. C'est le film que j'ai le plus vu en salle de ma vie. Et puis cette musique, quoi. La musique d'Akira. Gaino Yamashiro Gumi. C'est incroyable. Je te dis, le seul défaut d'Akira, parce que juste pour dire, le seul défaut d'Akira, ce serait presque c'est une adaptation d'une BD, et c'est une autre vision. C'est une autre vision. Ouais, c'est tout à fait une autre vision. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le film, comme la BD, la partie que j'aime le moins dans les deux, c'est l'épilogue, en fait. Ah ouais? Ouais. Mais la BD c'est autre chose. La BD t'offre une vision de la résistance. Oui, tout à fait. Et dans les deux, il y a un truc. Et en fait, je sais même pas comment est-ce que tu pouvais conclure une histoire pareille mieux, tu vois. Mais je me suis toujours posé la question, tu vois. Elle est très finale, quoi. C'est tout ça, elle est très finale. Écoute, est-ce que je te choque si je te dis que pour moi, Akira est plus important que Blade Runner? Personnellement, j'ai entendu le. Pour moi, Akira est un film qui a changé ma life, quoi, littéralement. Alors après, est-ce qu'on peut pas dire que Akira n'aurait pas pu être Akira sans les visions de Blade Runner, tu vois? J'y ai pensé, mais Akira a été publié la même année que Blade Runner. Oh putain, donc c'est concomitant. Ouais, non, genre, il y a un truc qui s'est produit à ce moment-là. Mais il y a souvent, comme ça, dans l'histoire du cinéma ou des arts en général, des moments où t'as 2-3 trucs qui émergent au même moment, et qui parlent de trucs... Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on juge le film pour ce qu'il est aujourd'hui, et pas pour l'impact qu'il a eu à l'époque et tout ça. On juge avec notre appréciation d'aujourd'hui. Oui. Et moi, si tu me dis, pour moi, le test ultime de notre liste, c'est quel film t'emporte sur une île déserte, je prends Akira. Ah, moi, je prends Blade Runner pour le moment. Ah merde, on a un problème. On a un gros problème, voilà. On a un problème. Le dilemme. Est-ce que tu penses pas que ce serait plus puissant qu'on ait Akira en premier de notre liste, au-dessus de Blade Runner? Est-ce que t'as envie de faire comme une déclaration d'intention, c'est ça? Bah, c'est plus, oui, c'est une déclaration. C'est qu'est-ce qu'on est, nous, la Super Ciné Battle? Qu'est-ce qu'on est? Oui, c'est ça le problème. Moi, je suis plus Blade Runner que Akira, mais... Écoute, juste parce que c'est une adaptation d'une BD. C'est ça. Je te donne Blade Runner. Bah, attends, alors, je vais donner le contre-argument, c'est que Blade Runner, c'est l'adaptation d'un roman. Ouais. Ah, putain, on est en train de auto-casser nos propres arguments. C'est atroce, et l'heure tourne, et nous, on dit qu'on veut faire moins d'1 heure d'émission, et... Bon, bah alors, du coup, je te l'accorde, mais Akira devant. Je vois que ça te tient vraiment à cœur. Allez. C'est vrai? C'est vrai. Plus que le film qui t'a donné envie de... Bah, après tout, c'est le film qui, toi, t'a donné envie d'aimer le cinéma. Donc, tu vois, quelque part... Ouais, c'est un film qui compte pour moi. Ouais. Voilà, tu vois. Bah, écoute, ça y est, Blade Runner a été déboulonné. Ouais, par Akira. Akira est le film le plus important des années 80. Alors, celle-là, tu l'as pas vu venir, hein. Ouais, ça, je peux dire. Je sais pas à qui tu t'adresses nos auditeurs, mais oui. Eh ben, écoute, je crois qu'on peut remercier notre ami Iggy. Oui, très bonne Merci liste. Iggy, c'était très bonne liste, très audacieuse. Et là, on va passer à une liste diverse et variée qui nous a été envoyée par Nials. Bonjour Nials. Alors, on a le temps de faire encore 2 listes. Allez, on y va. Alors, son premier film, c'est L'ours
de Jean-Jacques Hano. et attention, est-ce que si on considère que L'Ours est un film français, L'Ours est notre premier film français de la liste. Oui, c'est vrai. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Moi aussi, L'Ours, c'est un film qui pareil, j'ai vu à la télé et qui m'avait traumatisé. À la télé, parce que moi j'ai vu au cinéma. Oui, moi à bien des égards, quoi. C'est le meilleur film de Tchéky Gario, je pense. C'est là, oui, ça doit être sans doute l'un des meilleurs films de Tchéky Gario. En tout cas, c'est celui où il a commencé à jouer shoot the girl first. Sauf que là, c'était shoot the bear first. Shoot the bear first. T'as jamais remarqué? Dans tous ses films, il dit shoot the girl first. Ah, je vais baiser la femme du dub. Shoot the girl first. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on disait du coup? Je sais plus. Oui, non, mais moi, la violence de ce film quand il tue l'ours et tout et on n'a pas spoilé le film, hein, mais il y a un moment, il y a un ours qui meurt. Hein, oui. Et qui prend les balles et qui les coupe pour faire des balles qui éclatent et tout. C'est d'une violence. Et il y a aussi ce qui est vraiment très réussi, c'est le moment du final, quoi. Ouais. C'est le passage de l'âge. Ouais, tout à fait. Ça m'a laissé une très grande impression, qui a été reprise dans le Lion King, hein, Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'ours, c'est un peu le film qui a un peu perdu Jean-Jacques Hano, en fait, parce que il arrivait avec ce film-là, et après c'est devenu sa marque de fabrique. Après, il fallait qu'il refasse l'ours, mais autrement. Alors, il a fait l'ours. Il a fait le loup. Il a fait le loup, il a fait le tigre, il a fait le Jude Law, enfin, tu vois, et... Génial. Et en fait, il arrivait vraiment, je pense, au pinacle de ce qu'il pouvait faire avec ce film-là, qui est un film qui est très fort au sens... je pense que c'est un film parfait pour montrer à tes enfants. Mais moi, je l'ai vu vraiment jeune, et je sais que ça m'avait bien secoué, mais je m'en souvenais. Et j'avais apprécié, tu vois, malgré tout. Et je pense que c'est un des films où, genre, spontanément, je me dis, franchement, les ours, genre, tu mets des animaux, quoi. Ouais, exactement, ouais. Bon, bah écoute, moi, j'aurais plus de plaisir à voir l'ours que Top Gun, ça, c'est sûr. Ah oui. Est-ce que tu préfères l'ours ou Beetlejuice? Je préfère l'ours. Okay. Et Back to the Future 2? Je mets quand même l'ours derrière. D'accord, ok. Tu m'as filé Akira, écoute, je ne peux que m'incliner après tout. Hein. C'est ça. Alors, l'ours de Jean-Jacques Hano. Hop, il est parti. Premier film français à intégrer ce top. Ouais. Et qui est alors, il est vraiment au milieu de notre... Oui, il est pile au milieu, ouais. Deuxième film de Niels. Et Aliens, le retour. Ah, Aliens, le retour, James Cameron Alors, on n'a pas encore Alien, mais on peut déjà tuer le suspense. Aliens est moins bien que Alien. Oui, évidemment. Évidemment, il y a même pas photo. Mais Aliens, j'adore regarder Aliens. C'est un film d'action total, c'est-à-dire que c'est une telle maîtrise de l'espace, du mouvement, du rythme et de la narration. Oh là là. Tu vois, c'est ça aujourd'hui, c'est un truc qui s'est beaucoup perdu. C'est un film où tout s'enchaîne très vite, mais c'est pas hystérique. Enfin, t'arrives à garder le côté la tension permanente, le côté testostérone, le côté on s'en prend. C'est un film tellement tendu. On s'en prend plein la gueule. T'as l'impression que tout le monde va crever. La musique, elle est complètement dingue. Enfin, la musique, elle envahit tous les trailers par la suite. T'as des bouts du score de Aliens, de Alien 2, et c'est vraiment, enfin, voilà, je sais plus qui disait James Cameron, c'est le Kubrick du film bourrin, mais avec ce film-là, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui m'a toujours frappé avec Cameron, c'est l'efficacité de chacun de ses plans. C'est genre autant John McTiernan, c'est le sentiment d'espace. Ouais. Chez Cameron, c'est plutôt l'efficacité. Ouais, tout à fait. Et genre et Terminator 2, qui est un film à discussion. Oui. Terminator 2, par exemple, genre, même si je suis plus team Terminator 1. Moi aussi. Mais spoiler. À chaque fois, ça me, ouais, ils sont pas dans la même décennie, à chaque fois, je crois, hein, mais à chaque fois, je vois ces films, je me dis, putain, quelle efficacité, quoi. Mais quelle précision, enfin, chaque plan sert à quelque chose. C'est ça, c'est un réalisateur qui était vraiment, à cette époque-là, hyper précis, hyper concis, et qui savait
transformer la scène qu'il voulait, enfin il savait donner à la scène le ton qu'il voulait exactement quoi. Savais-tu que James Cameron a un bout de métal encore dans le bras qui lui est resté, et comme il a eu la flemme, il le garde. Parce que c'est James Cameron. Ça me va. Et il y a un article génial, je crois que c'est un portrait dans le New Yorker, qui est un des plus longs articles du Cosmos, et il t'expliquait que putain, on va pas attendre Terminator 2, donc il a fait jouer Terminator 2 sa femme, et pour l'entraîner, et pour être sûr qu'elle soit une bonne préparation militaire, le matin au réveil, il lui bandait les yeux, et aidé d'un soldat de Tsahal, il lui balançait des projectiles, et elle devait monter son AK-47, les yeux bandés. Et ça, c'est juste un jeudi pour James Cameron. Mais d'ailleurs, je crois que c'est sur le, oui, c'est sur le tournage d'Alien 2 où les acteurs devaient lire le film qui a donné Starship, le livre qui a donné plus tard Starship Trooper, ils devaient le lire pour s'imprégner. S'imprégner, c'est Étoile garde à vous. Je sais plus le titre en français, mais intéressant en fait. Le bouquin qui a donné plus tard Starship Troopers par notre ami Verhoeven, Étoile garde à vous, c'est ça. Et ben en fait les acteurs devaient le lire tous les matins pour se mettre dans la mentalité du Space Marine quoi. Ça m'étonne presque pas. Bon alors où est-ce qu'on le met? Ah bah Aliens 2 pour moi c'est un film quand même important, vraiment. Moi je le mets au-dessus de Ghostbusters, tu vois. Ah ouais. Oui. Ouais, tu crois? Ouais, moi aussi. Je le mets au-dessous de Ran quand même. Oui, je pense que c'est bien, ouais. Oh putain, pas de discussion, on accélère le débat, hop. Parfait. Mais ça c'est une liste bien menée. Aliens. Et alors, le dernier film de sa liste, c'est L'Histoire sans fin. Ah, L'Histoire sans fin. Écoute, L'Histoire sans fin, ça a fait appel à trop de souvenirs baroques chez moi. Bah, c'est vrai que c'est un film, là c'est pareil, c'est un film, surtout quand tu le vois môme, c'est des cascades d'images complètement folles qui te restent, quoi. Enfin, t'as un côté... J'avoue, moi je l'ai pas revu depuis... gros ouais, j'aurais presque du mal à le jauger parce qu'en fait mais j'ai pas d'attachement comme plein de gens ont eu à ce film. Bah moi j'en ai eu un, mais c'est vrai que comparé à d'autres il m'a peut-être moins marqué, mais ça reste un film, je pense, qui c'était une espèce de modelage de l'imaginaire qui est quand même assez cool quoi. Enfin t'as des trucs qui restent comme dit plus des images, des impressions que des personnages par exemple, tu vois. Ouais, et si on peut reprendre une analogie un peu, pour moi l'Histoire sans fin c'est un peu le Legends de Ridley Scott, sauf qu'il est réussi quoi. T'as un peu ce côté-là, ouais. T'as un peu ce côté, on fait des images complètement fantasques, un univers oui, complètement baroque. C'est un Legends réussi, complètement. Il n'y a pas de licorne, mais il n'y a pas de licorne, mais il y a des mecs quasiment à poil sur des chevaux blancs dans la brume, enfin tu vois, donc on n'est pas si loin que ça. Moi je le mets quand même au-dessous de Willow. Oui, on peut le mettre en dessous de Willow, ouais. Alors je pense qu'on va se faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Ouais, mais est-ce qu'on le met au-dessus de Running Man ou pas? Oh oui, largement au-dessus de... Oui. Pour moi, tu le mets juste en dessous de Willow, je pense que c'est sa place. Ok, d'accord, écoute, c'est dealé, on va pas s'étendre là-dessus. L'Histoire sans fin. Et surtout, je crois que j'aurais pas autant envie de revoir L'Histoire sans fin que Bloodsport, mais... mais ça, c'est moi. Hein. Mais ok, soit. Mais écoute, merci Niall. Si on a le temps, allez, on se fait une dernière. Oui, la dernière. C'est une liste envoyée par une demoiselle qui s'appelle Virgoblog. Virgoblog, eh ben bonjour. Et alors, elle nous a envoyé un thème très intéressant pour toi et pour moi. Ah. Le thème de sa liste, c'est Daddy Issues. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Et le premier film de sa liste, c'est rien d'autre que E.T. Et ben voilà, E.T. Alors, en plus, tu l'as revu il y a pas longtemps, non? Non, je le revois demain. Ah, demain. Oh putain, quelle malchance. Je le revois demain. En même temps, je l'ai vu tellement de fois. Oui, c'est ça, c'est... Classique. Écoute, parmi les classiques. C'est le classico Amblin. Putain, qu'est-ce qu'on peut dire sur E.T. qui n'a pas été dit encore? Pas grand-chose. Enfin, c'est le Spielberg familial dans toute sa splendeur, et c'est vraiment sans connotation péjorative. Hein, c'est vraiment ce Spielberg qui fait un film familial avec toute sa maestria, tout... Oui, et en même temps, il a une profondeur, le contexte des gamins, ouais, le divorce... Le divorce, la banlieue américaine paisible, etc. Puis, c'est des films vraiment sincères, il y a un truc...
il y a vraiment une alchimie qui se fait E.T., enfin je pense pas, en tout cas quand à moins de le regarder avec un regard cynique, si tu le regardes... Non, c'est pas possible. Je pense que vraiment, genre, si tu regardes avec E.T. avec un regard cynique, c'est arrête le cinéma, quoi. Oui, c'est ça, c'est genre, c'est vraiment trop généreux. Et il y en a eu, hein, parce que genre les critiques à l'époque qui défonçaient E.T. en disant oh là là, les trucs américains qui nous vendent la machine à rêve et tout ça. Mais c'est précisément ce dont nous parle le film, quoi. Ouais, exactement. C'est le rêve comme évasion. C'est un peu le Totoro de Spielberg dans un certain sens. Complètement. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, enfin, c'est aussi la limite que c'est devenu, c'est-à-dire que E.T., tu vois, quand Spielberg a refait des films vraiment familiaux, à chaque fois, c'était moins bien. Il avait posé ce jalon-là qui restait indépassable. Il y a toujours un truc dans même les productions de Spielberg de rapport à E.T. Par exemple, je prends Transformers 1, qui est quand même le film le plus éloigné, à part que c'est une race extraterrestre qui arrive sur Terre, mais il y a cette séquence où les robots essaient de se cacher dans la maison. Oui, je me rappelle le premier. Complètement E.T.esque. Et c'est un film qui a une telle importance, et au-delà de l'image iconique du vélo qui vole... Allez, E.T. c'est quand même un putain de film des années 80. Ouais. C'est même peut-être je sais pas si c'est le Spielberg le plus important des années 80. Je ne pense pas, mais. Pas à mon sens, mais c'est un. Mais voilà, genre. On n'a pas touché à Predator, mais. Mais on peut le mettre juste derrière. Non? Qu'est-ce que tu tiens à ton Predator. Hein. Non, quoique, remarque, on peut le mettre devant, en fait. Non, toi, si t'avais à revoir demain un film, maintenant, tu le revois demain, voilà. Moi, je le revois demain, donc tu vois, c'est attention, une fois qu'on se met d'accord, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, mais Predator, ne serait-ce que j'ai d'autres arguments pour d'autres films de McTiernan qui risquent d'apparaître dans les listes, donc. Alors, écoute, il y a eu beaucoup de McTiernan, il y a eu beaucoup un certain Carpenter. Oui, un certain John. J'ai regardé les listes, et on a plus de 70 listes, les mecs. on va essayer d'écouler. Que tout le monde soit content. C'est ça. Et donc, E.T. est quand même le 5e meilleur film des années... 4e meilleur film des années 80. Alors, après, vient un film très important pour moi. Très, très important. D'après toi, Daddy Issues, c'est Karate Kid. Karate Kid. Eh oui. Alors, et je parle de Karate Kid de 1984, pas le truc avec Jackie Chan qui fait du kung fu, voilà, avec le fils de Will Smith. Voilà, exactement. C'est rien à voir. Tu parlais la dernière fois de film VHS. Pour moi, Karate Kid, c'était le film VHS dans le sens où j'avais mon cousin qui avait un ami qui bossait dans un vidéoclub. Et donc on récupérait des cassettes régulièrement quand on allait chez eux. Et genre Karate Kid, il revenait toutes les semaines, quoi. Et donc, non, mais... c'était film qu'on passait en boucle, quoi. Karate Kid est essentiel pour moi. D'abord, il faut dire que c'est un film de Avildsen. Et tu sais comme moi Rocky, quoi. Oui, tout à fait. C'est le mec qui a fait Rocky. Bon, après on dit toujours le film Rocky c'est plus un film Stallone mais non, c'est comme lui qui a réalisé, et ça reprend le même template, c'est-à-dire tout à fait. Celui de l'underdog, celui qui gagne alors qu'on l'attend pas du tout. Alors qu'on l'attend pas du tout. Ouais. Il y a plein de choses à dire sur ce film. D'abord, c'est l'éclosion de Pat Morita, qui est une figure emblématique des années 80, mine de rien. C'est le japonais. Et ce qui est intéressant dans Karate Kid, c'est tous les sous-textes qu'il évoque. Il y a l'enfant divorcé, déraciné, qui arrive dans un autre endroit qui est pas chez lui. Il y a tout un vidéo passionnante. Je sais pas si je mettrai le lien sur le site. Enfin, cherchez-le. Cherchez Cobra Kai Good Guys. Et en fait, c'est l'idée que en fait le héros, comment il s'appelait déjà, c'était Daniel Larousseau. Ouais, Daniel, voilà. Ouais. Bah oui, il s'appelle Daniel. Daniel, en fait, c'est le méchant de l'histoire. Parce qu'en fait, il attaque le mec sans raison. Le mec, il lui fait que des croche-pattes pour qu'il tombe, il le tape pas. Et lui, il le marre. Il attaque lui, il contre-attaque lâchement en faisant des sucker punch et tout ça. C'est une vidéo passionnante qui retourne complètement l'angle pour expliquer qu'en fait, c'est lui le connard de toute l'histoire, quoi. Et écoute, c'est un film. Les musiques sont de Bill Conti. Oui, Bill Conti, qu'on connaît pour Rocky, voilà. Bah ouais, Rocky. Tout simplement. Genre, tu peux pas tester Bill Conti, la puissance de Bill Conti. La puissance, exactement. Il y a Survivor qui a fait les musiques, une partie des musiques de le générique. Enfin, vraiment, il y a vraiment tellement de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en commun avec Karate Kid, puisque il y a une chanson qui s'appelle You're the Best qui apparaît à la fin.
qui est très années 80. Oui. Qui aurait dû être la musique de, si je me souviens bien, de Rocky 3. Et finalement, ils ont préféré Eye of the Tiger. Ce qui est bien vu, en fait. ce qui finalement était pas mal. Alors, écoute, il y a juste dernière anecdote, parce que vraiment, c'est un film que je connais bien. J'ai vu le making-of et tout. Tu sais qui aurait dû jouer Pat Morita, si Pat Morita n'était pas pris? Bah, le seul autre acteur japonais qu'ils avaient en stock, c'était Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, c'est ce que j'allais dire, oui. C'était le... Qui est quand même, le Clark Gable japonais, quoi. Bah, c'est le Clint Eastwood japonais. Moi, c'est Clark Gable, pour moi. Mais bon, mais c'est Toshiro. Ça dépend à quel... Ouais, pour moi, Toshiro Mifune est le plus grand acteur du Japon. Et un des plus grands acteurs vivants. Ouais, non. De son époque. Ouais, de son époque, tout à fait, je suis d'accord. Bah, écoute, où est-ce qu'on met Karate Kid, qui est... Alors, Karate Kid... C'est bonne question. Karate Kid, autre film d'enfant, mais je le mets au-dessus de Goonies. Hein. Bah écoute, juste au-dessus de Goonies, c'est pas mal. C'est vrai? Ouais. Sur les Blues Brothers? Ouais, okay. Sur les Blues Brothers, ouais. Écoute, ça me va. You're the best around. Bon, et alors le dernier film pour aujourd'hui, et après on remballe, c'est Empire Strike Back. Ah bah oui, bah alors c'est... Un film de Daddy Issues. Ah bon, est-ce que t'as déjà entendu parler? C'est l'épisode 5. C'est ça. Un petit film indépendant, hein, finalement. Quoique. Est-ce qu'il était déjà indépendant ou pas encore? Oui, parce que l'Empire contre-attaque, en fait, il l'avait financé en grande partie par la vente de jouets. Toys. Ouais. Mais c'était encore Fox, non? Alors, je crois que c'était encore distribué par la Fox uniquement. Mais je crois que Lucas était encore à ce moment-là producteur de son film, et il avait la main mise dessus, quoi. Et du coup, en fait, en gros, tout le game qu'il y avait derrière de la part de Lucas, c'était que justement, il voulait mettre les studios à sa poche, c'est-à-dire qu'il faisait son truc, ça a cartonné, mais comme lui, il refusait de donner l'essentiel, les autres sont revenus, et finalement, il y avait des accords de distribution, mais ça restait le film de Lucas, quoi, même s'il n'était pas derrière la caméra. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui rend le film encore meilleur. Oui, tout à fait, parce que Irving Kershner, c'est quand même un autre niveau que George Lucas dans la lunette, quoi. Irving Kershner qui a réalisé un de mes premiers films au cinéma, qui est Never Say Never Again, Jamais plus jamais. Ouais, James Bond non officiel. C'est ça. Avec Kim Basinger, c'est celui-là. Ouais, avec Kim Basinger. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire que alors de tous les 75 listes qu'on a eu, on a aucune liste James Bond. Et sachez que je suis très 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 sensible au James Bond. On dit ça, on dit rien. Ah non, mais bon, après, on va faire de tout, dans tous les genres. Et Irving Kershner, c'est aussi pour moi les yeux de Laura Mars. Ah, c'est vrai. Quel traumatisme ce film. Sur un scénario de John Carpenter, d'ailleurs. Et waouh, c'est pour ça en fait. Oui. J'ai jamais fait les rapprochements parce que. Et oui. Et c'est un thriller. C'est un thriller avec Faye Dunaway et Tommy Jones qui. Voilà, c'est pas la bonne décennie, mais si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Waouh, c'est vraiment. Ouais, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup. C'est un des films qui m'a fait le plus peur de ma vie de gamin, je pense. Ouais, les yeux de Laura Mars, c'est de la bonne. Ah non, c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que l'Empire contre-attaque, finalement, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, on s'en fout, on peut parler. Alors, moi, et tu sais qu'il y a un problème pour l'Empire contre-attaque, en fait, ce qui situe pour moi, d'abord, je trouve que Star Wars est plus important que l'Empire contre-attaque. Mais bon, l'avantage, c'est que Star Wars... C'est pas la même décennie. C'est pas la même décennie, donc je pense que Empire Strike Back est meilleur que Return of the Jedi. En fait, ça. Oui, non, mais ça, il y a pas photo. Le truc qui m'a toujours dérangé, bon, et là, on va presque pas parler cinéma ou quoi que ce soit, mais enfin, c'est vraiment en termes d'écriture, c'est que en cours d'écriture, les scénaristes, et George Lucas était pas scénariste, hein, il relisait les trucs, et il était devenu Besson à l'époque. C'est ça, il mettait le petit saut d'approval, quoi. Et on saura, enfin, il a filé le outline, et il a donné l'histoire à ses scénaristes, et les scénaristes ont dit, ouais, on pourrait revenir avec l'histoire du frère, du père, quoi. Ouais. C'est eux qui sont venus avec l'idée de Vador. De Vador. Et il y a eu un gros problème en termes de droit et de qui c'est qui a fait quoi. Et évidemment, George Lucas a pris l'essentiel du truc en disant, évidemment, j'avais eu l'idée que Vador était papa et tout ça. Alors que il y a vraiment, enfin, bien sûr, c'est historique maintenant, c'est qu'il y a des choses qui contredisent dans le 1. Oui. Il torture sa propre fille, en fait. Donc, rien que ça, tu vois. Et moi, on me le fait, ouais, mais il la reconnaît pas. Maintenant, il y a les comics.
Oui, un per se. Et puis en plus, il y a les comics maintenant qui recontredisent ça. Mais c'est un peu tout le problème de la saga Star Wars d'une manière générale, c'est qu'en fait, ils passent leur temps à bricoler sur des rebondissements qui étaient pas forcément toujours nécessaires, et il se passe, enfin, tu vois, c'est comme quand ils ont refait après la prélogie, où t'as des incohérences avec des films qui sont censés se passer après, alors que c'était réalisé 20 ans plus tard. Enfin, ouais. Il y a un truc, au bout d'un moment, c'était pas compliqué de regarder les premiers films pour être sûr que ça colle à peu près, quoi. Mais non. Et puis il y a un autre truc qui est compliqué, enfin en tout cas pour moi, pour ma génération, c'était que Star Wars est sorti bien avant, donc il était diffusé à la télé. J'avais vu Star Wars à la télé, mais il fallait voir que j'avais pas de magnétoscope. Chez nous, c'était les riches de la classe qui avaient les magnétoscopes. C'est ça. Et moi, j'avais pas de scope, et du coup, c'était que les diffusions télé qui primaient. Et du coup, j'ai vu Retour du Jedi bien avant, en fait. Ah oui, alors du coup... Et j'ai découvert... Tu t'es fait un peu démolir le twist, mais quoi. en même temps, c'est pas si grave. Mais j'ai découvert le film grâce au vinyle qui racontait l'histoire. Et il y avait R2D2 qui faisait tu. Mais tu sais là, on sais est que je les avais aussi. Anecdote personnelle, mais en même temps, on est en fin de podcast. Tu sais que j'avais aussi, nous aussi, on avait les vinyles à la maison qui racontaient Star Wars. On avait les romans et tout. Chez toi, on va se les écouter. Exactement. Bon, et en même temps, c'est quand même tellement de scènes cultes, quoi. Bah oui, enfin c'est... Genre, tu peux dire le scénario a été machin, tout ça, mais tellement de scènes cultes. Oui, puis voilà, c'est marrant aussi, le truc, c'est l'Empire contre-attaque, c'est l'une des plus grandes déceptions que j'ai au cinéma, c'est Boba Fett, qui est introduit, donc, dans ce Star Wars, et qui est quand même le mec qui capture Han Solo, quoi. Putain, c'est pas rien. Et qui, après, va juste être un pauvre type qui crève comme un con, par un mec aveugle, quoi. Tu veux dire dans Retour du Jedi? Ouais, dans Retour du Jedi, quoi. Non, elle se fait étrangler par une esclave en bikini doré. Mais non, Boba Fett, il se prend le coup de Han. Boba Fett, pardon, oui. Boba Fett, pardon. Oui. J'étais non, pas Jabba. Non. Oui, non, alors d'abord, tant qu'on n'a pas vu le corps, il est pas mort. Ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est aussi le problème. Manière, tu sais quoi, entre se faire bouffer par le Sarlacc, c'est le nom de la bestiole, entre cette espèce de vagin denté du désert, entre se faire bouffer par ça, ou alors découvrir qu'il a une tête découvrir sa tête de clone dans... Oui. ça m'a gâché à vie. Je crois que chaque minute de ces films-là m'ont gâché à vie Star Wars, en fait. C'est un peu ça. J'essaye de les oublier, tous, j'essaye de les oublier, quoi. Bah bref. Non, il faut juger Empire Strike Back à l'aune de notre classement. Ouais, à l'aune de notre classement. Où est-ce que tu le mets? Moi, je dirais... pour moi, je mettrais quand même Ghostbusters et Blues Brothers devant, encore. Moi, tu vois, je mettrais derrière. Wow. Alors là, c'est vraiment bold, parce que on va avoir des... Mais est-ce que... Alors... Oui, dis-moi. Alors ouais, mais moi j'ai un problème, c'est que moi je le mets au-dessus d'Aliens. Ah, alors tu vois... Les problèmes de cohérence, on y revient. Non, mais pas de cohérence, mais ce que je veux dire, c'est que, en tant que film, non, je le mets, Aliens est meilleur. Non, je retire ce que j'ai dit, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, tu vois? Tu reviens à la raison. Non, oui, bien sûr, non, genre, tout d'un coup, j'ai vu Replay avec un gun, et j'ai fait, évidemment, c'est un meilleur film. Voilà. Mais, et avec son exosquelette. Non, mais après, ça enlève pas le fait que c'est un film qui est important, qui a compté, etc. Mais, moi, tu vois, je me vois pas foutre les Blues... Moi, là, mon pivot, là, pour celui-là, c'est les Blues Brothers. Je me vois pas foutre les Blues Brothers derrière. Bah écoute, Empire Strike Back, juste au-dessus de Karate Kid. Entre Blues Brothers et Karate Kid. Voilà, et franchement, c'est pas une mauvaise place. Franchement, non, attends, c'est que des films que j'aime bien. Voilà, tu vois. Voilà, c'est écrit, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, Empire Strike Back. Voilà, ça y est, à jamais. À jamais, pour toujours. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait... On remercie Virgo Block pour sa liste. Merci beaucoup, très bonne liste, encore une fois. Très très bonne liste avec très bons sujets. Ouais, exactement. Et puis, on a de quoi faire avec les listes. Alors, et là, j'hésite à dire... Et là maintenant, c'est la fin de notre premier épisode. Exactement. Ce qui est fou, c'est qu'on remercie déjà les gens, alors qu'ils sont déjà si nombreux et si fidèles, en fait. Parce que j'ai eu les premiers chiffres et j'ai fait, oh putain. Oui, c'est vrai que ça nous fait, en tout cas, ça nous fait très plaisir que vous soyez aussi nombreux à répondre à l'appel de Super Cinéma Battle. Parce que c'est un délire, c'est vraiment un délire entre... Oui, c'est ça, entre cinéphiles. On voulait se faire plaisir, et puis, si ça vous fait plaisir aussi, c'est cool, quoi. Ah exactement. Et alors, vous pouvez nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr.
Et ben c'est là où vous pouvez retrouver la fameuse liste si vous voulez être sûr de pas faire de doublons quand vous enverrez vos listes. Exactement. Si jamais en soirée vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous allez sur le site et vous vérifiez, et puis vous pouvez montrer ça comme argument définitif lors des débats en soirée. Voilà. Il y a ça aussi. Voilà. C'est à ça que ça sert. On devrait faire une appli en fait. Voilà, exactement, l'appli dans les soirées pour finir les débats interminables. Voilà, Super Ciné Battle établi. Ah, attends, je regarde. Ah non, désolé, la balade de Nerema, c'est mieux que Back to the Future. Voilà, exactement. Voilà. C'est ancré dans le marbre. Mais alors, je suis en train de penser, genre, le cahier du cinéma qui va over the top au-dessus de balade de Nerema. La crise cardiaque, quoi. Ah, mais je suis désolé, over the top est un film important pour moi. C'est over the top, quoi. Ouais, exactement. Alors, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, SoundCloud et aussi sur iTunes parce qu'on est, ça y est, on y est, dès le premier jour, on était sur Day One sur iTunes. Je le dis sur After Eight, mais c'est aussi valable ici. Mais si vous avez le temps, si ça vous dit, c'est pas, ça n'engage pas d'argent. Allez nous mettre des petites étoiles et des commentaires parce que je crois que c'est ça qui aide à se faire feature. Alors, honnêtement, on pense que c'est un mélange de ça et un mec derrière qui nous écoute vraiment et qui se dit c'est pas mal. Et c'est pour ça que After Eight s'est retrouvé en carrousel d'iTunes, ce qui est quand même la super, genre, c'est quand même un achievement pour nous. Alors c'est quand même cool, ouais. On est tout jeune et on est très content que vous nous suivez aussi sur Internet. Alors toi, mon ami Stéphane, Plugin Papa, tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, c'est ton moment promo. C'est mon moment promo. On peut me retrouver dans les colonnes de Gamecult. On peut me retrouver chez Third Edition au détour de quelques bouquins dont certains vont paraître très bientôt là en plus. Inch'Allah. Si mes souvenirs sont exacts. On peut me retrouver aussi sur Twitter @gkpluginbaby ou sur Sens Critique avec le profil Plugin Papa. Oh là là. T'as vu ça? Je suis omniscient. Et moi, Camille Robotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Gamecult. J'ai des articles. Ça y est, j'ai des articles à venir. On attend ça. Ouais, tu m'étonnes. Yukish m'a envoyé un mail alors que j'étais dans le train de retour. Il dit je compte sur toi pour cette semaine. Donc clairement, il veut du matos. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Gaijin Dash avec mon ami Puyo et Greg. Et puis aussi avec Quix, nous animons un podcast qui s'appelle After Eight. Que je recommande. Ah oui, allez sur After Eight. Vraiment, si vous voulez un podcast pop culturel très divers, on parle pas que cinéma. Exactement, voilà. Très 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 divers. Il a parlé de Doom, là, tu vois, le dernier. Je pense qu'il en a parlé en bien. Je pense aussi. Je pense. Eh ben écoutez, merci de nous suivre, d'aimer ce concept, merci pour les gentils mots parfois que vous laissez parfois sur les listes, ça nous touche beaucoup. Et puis à bientôt pour l'épisode 2. On n'a pas encore décidé de périodicité, je pense que... Non, on sait pas, on va voir, peut-être... Un toutes les 3 semaines, on se dit on veut en faire pas trop pour pas vous lasser, mais en même temps juste assez pour... Déjà, on est en dépassement de temps. Oui, déjà. C'est ça. On s'est dit on veut faire 45 minutes que After Eight, on est à 1h15. C'est vrai. Mais on fait mieux que ceux qui font 3 heures. C'est ça, mais on va essayer de se contenir, promis. Ouais, 1h15 je pense que c'est la durée maxi pour moi. Voilà, je pense aussi, ouais. Parce qu'après ça fait lourd sur les iPhones. Oui, c'est ça. Et les gens décrochent. Bon, merci encore de nous suivre et puis on vous dit à bientôt pour l'épisode 2. Merci encore. Merci à tous, au revoir. Ciao. C'est peut-être le même le cas dans la vie, c'est quand tu ris. Ça, forcément, oui, c'est sûr